l'idée de Napoléon, c'était de dire non, avec peu, on va faire très bien en se projetant dans l'avenir. Et donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à revenir. C'est ça ce que devrait imaginer une réforme de l'État aujourd'hui, c'est revenir à cette idée de l'État napoléonien, qui était d'une efficacité remarquable. Nicolas Bouzou, bonjour. 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 On est très heureux de vous recevoir Moi ici à aussi. Contribuable Associé, à Nicolas Bouzou. Alors en deux mots, Nicolas Bouzou, vous êtes le directeur du cabinet Asterès, qui est un cabinet d'analyse économique, et également essayiste. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, tous sur toutes sortes de thématiques et d'aspects. Notamment, on va parler des deux derniers. Du moins, j'ai montré les deux derniers. Nicolas Bouzou, La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez XO Éditions. Et l'ouvrage pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, toujours chez XO Éditions, L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. Alors pourquoi vous a-t-on invité? Parce que déjà, il y a du positif dans ce que vous dites, et ça fait du bien en ces temps, ces temps déclinisants, entre guillemets. Et je dois dire que l'ouvrage est vraiment de lecture très, très agréable. On apprend énormément de choses sur l'histoire de France et sur l'économie française en règle générale, et c'est un vrai plaisir de lecteur que de lire cet ouvrage. Alors, pourquoi être parti là-dessus, Nicolas Bouzon? On sait que vous avez une certaine appétence pour l'histoire, mais vous êtes à la fois économiste et historien, vous définiriez ainsi? Ou Alors, l'économie vous allez faire hurler les historiens de ouais. métier. Non. L'économie, Mais entre guillemets, en tant que boulot, en tant que travail, en tant que gagne-pain, et l'histoire, c'est une de vos non, non passions? plus. Non. Non, non, parce que l'économie en tant que gagne-pain Mhm. me passionne aussi et j'aime beaucoup l'économie contemporaine et j'aime beaucoup être plongé dans ce débat public économique. Simplement, ce que je voulais montrer, c'est que du point de vue économique et social, mais pas seulement, mais c'est peut-être moins connu du point de vue économique et social, la France a une capacité de rebond qui est absolument Mhm. extraordinaire. Et pour être tout à fait honnête avec vous, l'idée de ce livre m'est très largement venue en lisant un livre d'André Mauroy, c'est une histoire de France donc, hein, qu'il a écrite, je crois, en 1943, pendant la guerre, qui est sortie après la guerre. Et évidemment, s'il l'a écrit en 1943, c'est parce qu'il voulait en quelque sorte se remonter le moral, c'est-à-dire Ouais. qu'il voulait avoir la confirmation d'une intuition qu'il avait eue, selon laquelle la France était capable de se sortir des situations les plus inextricables. Alors en 1943, évidemment, c'était beaucoup plus angoissant qu'aujourd'hui. Et au fond, j'ai voulu un peu refaire le même exercice avec des données historiques qui soient actualisées, et puis en intégrant peut-être plus de données économiques et sociales que n'avait pu le faire André Mauroy pendant la guerre. J'ajoute que l'intuition d'André Mauroy était la bonne, puisque en juillet 1940, la France avait quasiment disparu au fond, et les parlementaires français avaient quand même filé la République, mais le pays, en réalité, à Pétain, et donc aux Allemands. Et à partir du début des années 60, la France a connu les 30 glorieuses les plus brillantes de tout l'Occident. 15 Donc, années magnifiques, dites-vous. Vous ouais. dites même, c'est même pas 30, c'est on va dire 15 ans Oui, fabuleux, quoi. oui, parce qu'en fait, c'est Ouais. pas les. On parle souvent des 30 glorieuses, mais en réalité, donc c'est l'expression de Jean Fourastier, Mhm. mais l'immédiat après-guerre n'a pas été si brillant que ça pour Ouais. la France. La croissance était On très va y chaotique. revenir. Pardon, j'anticipe sur la conversation. Et donc l'éternel sursaut, Hmm. une histoire confiante de la France. Et déjà, en regardant la couverture, on a une petite avant-goût de ce dont il est question dans ce livre. Donc sur la couverture, on a Clovis, le général de Gaulle, Hmm. Napoléon. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous commencez l'ouvrage il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, par les Gaulois, Hmm. qu'on a tendance à mépriser, à Oui. ignorer dans notre histoire de France. J'ai lu que vous citez notamment Jean-Louis Bruno, moi que j'aime beaucoup lire, Oui, sur les notamment Gaulois. sur Et les druides en ouais, sur les particulier. druides, la cité, etc., la cité des Absolument, druides, ouais, il y a remarquable. 2 ans. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect des choses, parce que Hmm. c'est vraiment un aspect civilisationnel qu'on méconnaît beaucoup en France, cet apport des Gaulois. Vous pouvez nous en dire quelque chose, quelques mots? Bah, ce que je peux vous dire déjà, au risque de froisser celles et ceux qui nous regardent, c'est que je pense que la confusion sur les Gaulois était très entretenue par Astérix. Mhm. Même si c'est génial, c'est un peu un drame du point de vue historique et de la représentation que les Français ont pu avoir sur leurs ancêtres. Parce que la Gaule, c'est pas un petit village d'irréductibles qui prend de la potion magique, et les druides sont pas des gens comme ça qui, justement, cachent de la potion magique. La Gaule, c'était pas du tout ça. C'était un
territoire assez développé, même avant la colonisation romaine, en tout cas très, très entrepreneurial, très innovant, avec de très bonnes performances économiques. C'est ce que montre notamment l'économiste Charles Serfati dans le domaine des armes, dans le domaine des chars, dans le domaine de l'agroalimentaire. C'était un pays, pardonnez-moi pour l'anachronisme, mais vous me comprenez, un territoire, un pays qui exportait beaucoup. Et c'est là où Astérix se plante complètement, en tout cas nous induit en erreur. La colonisation romaine a été une excellente chose en réalité, parce qu'elle a apporté les infrastructures et surtout le droit à cette énergie entrepreneuriale qui était un peu débridée. Et d'ailleurs, Et le droit de propriété notamment. le droit de propriété, bien évidemment, un droit qui de façon générale protège l'individu, disons-le comme ça. Et la Grèce avait... En fait, il y a beaucoup de travaux sur la Grèce et on sait que la Grèce a apporté des libérations publiques. Enfin, là aussi, c'est comme un anachronisme. Peut-être pas exactement la démocratie, mais enfin, en tout cas, la délibération publique. Et on parle moins des Romains, qu'on voit parfois ou qu'on présente à tort comme une version dégradée de la Grèce, et ce qui me semble un contresens total. Et les Romains ont importé l'individualisme et le droit. D'ailleurs, au passage, on peut aller au Louvre, pas très loin d'ici, quand on voit les sculptures romaines, les œuvres romaines, on voit justement des individus avec leurs traits de caractère. C'est très différent de l'art grec. En tout cas, la colonisation romaine a apporté cela à la Gaule, et les Romains étaient intelligents, c'est-à-dire qu'en fait, ils géraient l'Empire de façon extrêmement décentralisée, mais les élites gauloises étaient absolument ravies en réalité de cette colonisation qui a permis de faire de la Gaule un territoire tout à fait moderne et avec une histoire économique et sociale très brillante. Et une Pax Romana qui a duré plusieurs siècles Absolument. derrière. Autre grand personnage que vous évoquez assez vite, c'est Clovis. Ouais. Clovis et la fameuse affaire du vase de Soissons. Et vous expliquez que cette affaire du vase de Soissons, en fait, c'est la naissance de l'État qui s'affirme contre les corporatismes. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors l'affaire du vase de Soissons, elle est expliquée pour l'essentiel par Grégoire de Tours, mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a énormément de travaux historiques et de travaux d'histoire des idées pour essayer vraiment de tirer toutes les leçons intellectuelles et politiques de ce qu'avait voulu faire Clovis en châtiant donc ce soldat qui avait volé un vase qui appartenait à des religieux en réalité. Et il y a plusieurs leçons à en tirer. Une leçon, c'est en effet de considérer que l'État doit quand même incarner quelque chose comme l'intérêt général. Alors, on est chez Contribuables Associés, donc on est des libéraux, donc on peut avoir des discussions approfondies sur comment on définit l'intérêt général, est-ce qu'on peut le définir, mais enfin, disons que, et c'est vous qui venez de le dire, il y a quelque chose qui a à voir avec la lutte contre les corporatismes, avec la lutte contre certains intérêts particuliers, et donc ce soldat n'a pas à garder ou à casser ou à faire ce qu'il veut, en tout cas, du vase. Et donc, il est parfaitement logique du point de vue de Clovis de le châtier, parce que par ce châtiment, on affirme le rôle de l'État comme garant de l'intérêt général. Mais si vous me permettez, il y a autre chose qui est plus souvent passé en silence dans cette affaire du vase de Soissons, et qui est très important, y compris quand on réfléchit aujourd'hui à la conception des politiques publiques. C'est qu'en fait, il se passe beaucoup de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, entre le fait que ce soldat ait cabossé le vase et le châtiment de Clovis. Et ce qu'a voulu dire Clovis par là, c'est que les affaires de l'État étaient des affaires qui demandent du temps et qui demandent au fond une sorte de projection dans le long terme. On doit mûrir des réflexions et on doit déployer une politique sur le long terme. Et ça, je pense que c'est une leçon parfois qu'on a un peu oubliée. On continue notre voyage à travers votre livre et l'histoire de France. Deux figures que vous mettez beaucoup en avant qui sont très aimées des Français, qui sont encore très connus, je pense même des jeunes générations, c'est Henri IV et son ministre des Finances, Sully. Et vous expliquez qu'ils ont mené une politique de bon sens et une lutte systématique, je vous cite, contre les gaspillages de l'argent public. Moi, je dirais même une politique libérale. Lâchons le mot. Bon, on en est où? Parce que Henri IV arrive au pouvoir, on va dire que c'est difficile encore une fois en France. Hein. Il arrive à un moment là aussi où la France, comme souvent tout au long de son histoire, est sur le point de disparaître. En tout cas, il faut bien évidemment la réconcilier. Donc ça, c'est ce que va faire Henri IV, notamment avec l'édit de Nantes. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Ce qu'on sait moins, est ce que Henri IV pourtant
a lui-même bien expliqué, c'est qu'il avait aussi trouvé le royaume dans une situation économique et financière qui était absolument déplorable, avec des déficits extraordinaires, avec un endettement absolument insoutenable. Et au fond, il y avait une sorte de partage des tâches entre Sully et Henri IV. Sully gérait les finances publiques, il les gérait de façon extrêmement rigoureuse. Il était un peu austère, mais c'était très bien. C'était une forme d'austérité dont on aurait bien besoin aujourd'hui. Et Henri IV avait une vision, d'une part, relativement libérale des choses. Il a libéralisé le commerce du grain à l'intérieur du royaume parce qu'il avait bien compris, avant même la naissance de l'économie politique moderne, mais enfin, il avait quand même parfaitement compris que les obstacles au commerce du grain généraient des familles et finalement entravaient de façon générale l'activité en France. Alors, il ne le formalisait pas comme ça, mais c'était son intuition qui était tout à fait bonne. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'Henri IV était aussi très intéressé par l'innovation et par la science, notamment dans le domaine agricole. Et il était notamment très versé dans le grand traité d'agronomie de l'époque, qui était celui d'Olivier de Serres, grand agronome de l'époque. Et donc Henri IV était très intéressé par les technologies, pour le dire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez les grands dirigeants de l'histoire de France. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Napoléon III, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez le général de Gaulle. Et donc Henri IV avait au fond une vision très claire du développement économique, de la liberté, les enseignements de la science, de l'innovation et des finances publiques bien gérées. Bien, je vais vous dire, ce sont des idées qui aujourd'hui, ou pour la campagne présidentielle qui va s'ouvrir, ce sont des idées qui me vont très bien. Un contre-modèle, et ça ne fera pas plaisir à tout le monde parce que c'est un roi qui est très estimé par beaucoup de Français, qui voilà, c'est le roi du grand siècle. Hein. C'est vrai que d'un point de vue intellectuel et patrimonial, le règne de Louis XIV a été remarquable, mais par ailleurs, on sait les guerres qu'il a commises, qu'il a regrettées à la fin de ses jours, et que quelque part, au-delà de la cour, et on va être dans une certaine élite, la France est très très mal portée pendant le règne de Louis XIV. Et vous parlez même de déclin de la France. Oui, complètement, et je pense que d'une certaine façon, ce déclin, on le paye encore aujourd'hui. C'est le début du jacobinisme, quelque part? Enfin, oui, poussé à un point en fait complètement extraordinaire, parce qu'on met toujours en avant les réalisations de la cour et de Versailles. Alors c'est juste, hein, Molière et Lully, c'est fantastique. Mais enfin, ce qu'on ne voit peut-être moins, c'est que cette cour de Versailles, elle avait complètement asséché les ressources de la France. Et donc, elle a cette centralisation a beaucoup entravé le développement économique, mais aussi le développement culturel dans le reste du royaume. Et puis, vous avez quand même une erreur de politique publique qui est absolument extraordinaire. Et c'est là où je vous disais qu'on paye ça d'une certaine façon encore aujourd'hui. C'est la révocation de l'édit de Nantes. Vauban va très bien expliquer ça à l'époque, qui fait fuir au fond une très grande partie de la classe bourgeoise, de la classe entrepreneuriale, qui va aller préparer la révolution industrielle en Flandre et au Royaume-Uni. Enfin, au Royaume-Uni, là aussi, pardonnez-moi pour l'anachronisme. Ou Berlin qui va être fondé par des huguenots français, etc. Genève, voilà, exactement. Donc, si vous voulez, je pense que ce siècle a été en effet un siècle de déclin, qui est très bien décrit chez un auteur que j'aime beaucoup, qui est Fénelon, qui va écrire sous pseudonyme, sans doute, mais des choses extrêmement justes. Et vous savez, il y a cette fameuse lettre dans laquelle il décrit la France, pardonnez-moi, je ne le reprends pas mot pour mot, mais comme un hôpital appauvri et dévasté. Et c'est en effet ce que semblent nous montrer les données économiques. Vous dites qu'on arrive en 1789, que la France est entravée. Vous estimez que sous les règnes de Louis XIV, Louis XV, voilà, on paye Louis XVI, on a de mauvaises politiques qui vont nous conduire en fait à est-ce qu'elle était... Louis XVI a essayé de faire des choses. Ouais, Louis XV aussi un petit peu en fait, développer l'administration française, créer des grands corps d'État. Il n'y a pas eu que des choses mauvaises, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Alors, Tocqueville, dans son livre sur la Révolution, l'a magnifiquement Est-ce que ces rois ont vu les choses venir? On a eu des réformateurs, on a eu des ministres, mais est-ce qu'elle était évitable, cette révolution? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle était tout à fait évitable, mais je pense qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans les réformes. Et tant le régent que Louis XVI ont essayé quand même de libéraliser l'économie. Louis XVI, vous connaissez ça par cœur, a contribué à l'associer avec les réformes de Turgot, notamment sur la fiscalité, mais aussi sur le commerce du grain et sur la suppression des jurants et des corporations. Mais bon, ce sont des réformes donc, que
Turgot a essayé de lancer, mais que Louis XVI n'a pas, qui ont créé évidemment beaucoup de désordre, hein, comme toutes les réformes, et que Louis XVI n'a pas voulu soutenir jusqu'au bout. Et donc, quelle est la situation de l'économie française à la veille de la Révolution? En fait, l'économie a beaucoup progressé depuis le siècle de Louis XIV, mais pour parler en économiste aujourd'hui, elle est très en deçà de son potentiel. Et la Révolution, elle vient de là. La Révolution, elle ne vient pas d'un appauvrissement généralisé. Vous dites, ouais, le problème de la France, ce n'était pas qu'elle Non, n'était pas trop pauvre, mais qu'elle n'était pas assez riche. c'est très exactement Ouais, ça. ouais. C'est que la classe bourgeoise considérait qu'elle pouvait faire beaucoup mieux si on la libérait des entraves qui l'empêchaient d'investir et d'entreprendre. Et la première partie de la Révolution, les États généraux, enfin on va dire les 2 premières années de la Révolution, c'est une fête libérale. Hein. Moi, j'en aurais été. Hein. Ouais, et vous aussi peut-être. Allez savoir. Une chose que j'apprends dans votre livre, c'est quelques années avant la Révolution, mais j'ignorais complètement qu'il y avait un traité de libre-échange qui avait été signé en 1783 entre l'Angleterre de l'époque et le Royaume de France. Alors, c'est d'ailleurs parfois un argument qui est utilisé par les antilibéraux pour expliquer qu'au fond, c'est ce traité de libre-échange qui avait déstabilisé l'économie française et qui avait créé peut-être pas des famines, mais en tout cas des augmentations fortes de prix des grains qui avaient abouti à la Révolution. Mais je pense que souvent, en réalité, une ligne intellectuelle très hostile au libéralisme fait porter au libéralisme, et en particulier au libre-échange, des mots dont, en réalité, le libre-échange n'est absolument pas responsable. C'est quelque chose qu'on va retrouver à la fin du 19e siècle avec tous les débats sur le traité Cobden-Chevalier. Et je pense que tout ceci est très, très exagéré. Et non, si vous lisez attentivement Tocqueville, qui avait fait quand même un travail de recherche, de documentation extrêmement... Enfin, il était allé voir les archives, hein, donc il avait véritablement fait un travail d'historien. Il explique très bien qu'en fait, la France se développait économiquement. Et donc, le problème n'était pas là. Le problème, c'était dans tous ces blocages. L'inégalité devant l'impôt. Et l'idée bien sûr, et l'idée fantastique, extraordinaire de Tocqueville, c'est de dire qu'au fond, la Révolution n'est qu'une modalité de passage de l'aristocratie à la démocratie, en fait. Mais que ce passage aurait eu lieu de toute façon. Simplement, comme la société, comme les institutions politiques étaient bloquées, elles ont été débloquées par la violence. C'est ça ce que dit Tocqueville. Et donc, quand aujourd'hui, notamment l'extrême gauche, je pense à la France insoumise, nous explique que la Révolution, c'est le début de la France, non, c'est complètement faux. C'est pas du tout ça. On aurait parfaitement pu éviter la Révolution si Louis XVI avait été un peu plus audacieux en matière de réforme. 1797, que se passe-t-il, Nicolas Bouzou? La France a à nouveau des problèmes, hein, c'est une quasi-faillite. C'est pour vous, ça. Ouais. Si c'est pour vous. Il y en a eu quelques-unes hein, dans l'histoire de France. La Révolution avait coûté cher, les guerres révolutionnaires, évidemment, coûtaient très cher. Et puis, on n'avait pas d'institutions politiques qui permettaient de faire des réformes de l'État ou de réformes de la fiscalité. Donc, en réalité, les 2 premières années de la Révolution, les 2-3 premières années de la Révolution ont été extrêmement positives parce qu'on a supprimé beaucoup de réglementations et on a modifié d'ailleurs la fiscalité d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire. Et après l'engrenage de la Révolution, des guerres, de la terreur, mais même, enfin, je pourrais presque dire la même chose du directoire après la terreur. En fait, on avait des circonstances qui ne permettaient pas de faire de véritables réformes. Donc, on est allé vers des expédients comme les assignats. Les assignats, c'est ça. Hein. Les assignats, en fait, c'est un financement monétaire des déficits publics qui aboutit à l'hyperinflation. Et arrive Bonaparte, dont vous dites beaucoup de bien. Oui. Et c'est vrai que cette partie du livre est particulièrement intéressante, parce que quelque part, hein, voilà, c'est devenu une légende noire, en tout cas, si ce n'est Bonaparte, du moins Napoléon. Et vous parlez presque, je crois, en citant Tocqueville, de dictature éclairée. Et en disant... pour vous avoir lu, c'est que quelque part, c'est difficile de faire autrement. Oui, complètement. Ouais. C'est ce que dit Tocqueville. Enfin, il faut quand même bien comprendre dans quelles circonstances arrive Bonaparte. Et donc, au fond, c'était quand même quelqu'un de remarquablement intelligent qui avait bien vu qu'il fallait consacrer un certain nombre d'acquis de la Révolution en remettant de l'ordre dans un pays
qui était absolument à feu et à sang. Et il était extrêmement visionnaire parce que, évidemment, il a réconcilié la France, y compris d'ailleurs du point de vue religieux, mais il a fait le Code civil qui, pour moi, est l'innovation libérale, enfin l'une des innovations libérales les plus brillantes de toute l'histoire de France. Robert Badinter a écrit un merveilleux livre à ce sujet qui s'appelle Le plus grand bien. Et puis, Et Napoléon le dit, je crois, hein, vous le citez, oui, à Sainte-Hélène, il dit sur son lit de ouais. mort, en gros, ce qui va rester de moi, Ouais, c'est le Code absolument. civil, quoi. Il voit bien que les guerres, Ouais, voilà. Mais il dit, pour se justifier, enfin, il dit j'ai semé la paix ouais. grâce au Code civil. Mm. Mais c'est vrai, parce que le Code civil français a été imité quand même dans beaucoup de pays. Mais de la même façon que la conception de l'État chez Napoléon, c'est quand même quelque chose C'est très qui intéressant. devrait nous inspirer Ouais, aujourd'hui. vous en avec faites 3 profit. pages et vous dites qu'il y a 3 caractéristiques principales qui manquent cruellement à l'État aujourd'hui. Oui. C'est un État méritocratique, Oui. pardon, un État économe et un État qui avait la capacité de se projeter vers l'avenir. Oui, complètement. Dites-nous en plus, c'est Bah, très intéressant tout ça. bien sûr, parce que Napoléon alors, faisait avec les moyens de l'époque, mais enfin, il voyait bien qu'on avait quand même besoin d'un État quand même régalien fort pour rétablir l'ordre et puis pour se protéger, parce que c'est vrai qu'on fait de Napoléon un va-t-en-guerre, mais enfin, ce qu'il était. Mais il avait récupéré les guerres révolutionnaires. Hein. Les guerres napoléoniennes et les guerres révolutionnaires, c'est les mêmes. C'est pas lui qui les a inventées. Donc, il fallait bien quand même un État. Donc, il fallait une force militaire qui soit structurée. Il fallait une éducation pour former les Français, pour faire en sorte qu'il y ait des gens compétents, donc des soldats, mais pas seulement. Il fallait aussi des ingénieurs, il fallait aussi des artisans, il fallait aussi des enseignants. Donc, il avait aussi construit l'éducation nationale dans ce sens. Et il voulait un État extrêmement concentré sur ses missions, avec assez peu de fonctionnaires en réalité, assez présent sur les territoires, un État assez déconcentré et extrêmement efficace, et puis avec cette capacité à se projeter dans l'avenir. Et c'est ça en fait ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est que l'État aujourd'hui est un gestionnaire. Je ne parle même pas de l'État-providence. Mais même si vous mettez de côté l'État-providence, vous regardez l'État central, aujourd'hui, c'est un gestionnaire qui éteint des incendies en permanence. L'idée de Napoléon, c'était de dire non, avec peu, on va faire très bien en se projetant dans l'avenir. Et donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à revenir. C'est ça ce que devrait imaginer une réforme de l'État aujourd'hui, c'est revenir à cette idée de l'État napoléonien, qui était d'une efficacité remarquable. Vous donnez des ratios, là, vous dites qu'il y avait 0,4 fonctionnaires d'État pour 100 personnes en France sous Napoléon. Aujourd'hui, on est à 3,7, si on ne tient compte que de l'État central. Oui, bien sûr, hein, sans prendre en compte la sécurité sociale. On avance un petit peu toujours dans notre belle histoire de France. Et un grand moment aussi, dont vous parlez, évidemment, il y a beaucoup à lire dans le livre. Hein, je saute quelques épisodes, mais c'est la Révolution de 1830, qui est un grand moment pour les libertés civiles, pour les libéraux, politiques et économiques. Si je voulais avec l'avènement de Louis-Philippe. Je dirais que c'est ma révolution préférée, parce que c'est la révolution libérale. Bon, c'est une révolution qui n'est pas très connue, qui est peu enseignée en fait. Connue, les Trois Glorieuses, qui intervient parce que la France était gouvernée par un roi extrêmement anachronique, qui s'appelait Charles X, qui... alors pour le coup, lui voulait complètement bazarder les acquis de la Révolution et qui n'avait pas vu que la société avait changé et que même si on était royaliste, on devait être un royaliste justement pragmatique et puis un peu alors Tocqueville n'était pas royaliste, mais enfin bon, je dis ça parce que sa famille était une famille noble, mais enfin en tout cas on devait quand même comprendre que la société avait changé, voilà, qu'il y avait une demande de justice, de liberté, et en particulier de liberté d'expression. Et c'est ce que Charles X n'avait pas du tout compris. Et donc, il a été renversé par cette révolution qui, pour le coup, est une véritable révolution libérale dans laquelle un grand nombre de personnages qui vont devenir très importants. C'est le cas d'Émile Girardin, par exemple, qui va créer la presse moderne, exactement. Ouais. Eh bien, son éveil politique va se faire durant cette révolution de 1830. D'autres grands moments par la suite, on va dire notamment la politique économique de Napoléon III qui est assez remarquable. C'est assez libéral, notamment, je dis deux mots sur la loi sur les entreprises de 1867, parce que c'est la loi qui crée la société anonyme. C'est une grande loi de simplification au fond, comme on sait en fait de temps en temps. Il faut dire qu'une simple loi arrive à débloquer la France de façon considérable par rapport notamment à la concurrence anglaise. C'est remarquable. Et vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure à l'égard de l'économie juste avant la Révolution, c'est-à-dire cette économie
pleine de ressources, mais empêchée, Ouais. eh bien, il va se passer la même chose dans la dernière partie du 19e siècle. C'est-à-dire que Napoléon III va faire une loi de simplification et qui va sécuriser les entrepreneurs. C'est l'idée de la société anonyme. C'est-à-dire, je dis, la société est anonyme. Expliquez, Anonyme, ouais, ça veut dire au fond qu'on la distingue bien du patrimoine de son fondateur. Mmh. Donc on protège le fondateur. Mmh. Le fondateur n'est plus assimilé à sa société. Donc c'est une innovation juridique très importante qui va faire exploser littéralement la concrétisation de l'esprit entrepreneurial en France et qui va faire que, alors même que nous connaissons la défaite, la chute de l'Empire, 70, les territoires les plus industriels qui passent à l'ennemi, et puis des scandales parlementaires, l'assassinat d'un président de la République, Sadi Carnot, et l'affaire Dreyfus qui divise les Français comme jamais, enfin, vraiment des années absolument terribles, eh bien néanmoins, la France va terminer le 19e siècle en inventant le cinéma, en inventant l'industrie automobile, en devenant pendant quelques années leader mondial de l'industrie automobile jusqu'à l'arrivée de la Ford T. Et on va même avoir les débuts de l'industrie aéronautique, notamment avec Blériot qui va traverser la Manche, ça doit être de mémoire, vous vérifierez, mais en 1909, 1910, quelque chose comme ça, 1909, sur un appareil de sa conception, un Blériot. Et vous citez Voilà. Stefan Zweig. Fantastique quand même. Et vous Oui. citez les souvenirs de Stefan Zweig. Qui décrit ça comme une fête journal pour d'un toute l'Europe. Européen, ouais, c'est Voilà. extraordinaire. Ouais. Donc vous voyez, il faut, et ça c'est quelque chose vraiment que je veux dire aujourd'hui à nos concitoyens, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la France, parce que la France a cette caractéristique, qu'avait donc bien vu André Mauroy, je reviens à ça, c'est qu'elle est un pays qui tombe très bas, mais qui a des ressources en matière d'énergie, d'entrepreneuriat, des ressources pour se ressaisir qui sont mais à nul autre pareil. Et on l'a vu un petit peu, on en a touché deux mots en début de cet entretien, notamment à partir de 1958, après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? Parce qu'effectivement, on connaît tous le personnage de De Gaulle, hein, mais est-ce qu'un pan de lui que vous mettez en avant, c'est sa dimension et son appétence pour la chose économique? Absolument. Et même pour le libéralisme économique. J'irai plus loin. C'est Jean-Louis Thiriot qui a attiré mon attention là-dessus parce qu'il avait écrit un excellent livre. L'actuel député, sur, absolument. Il avait écrit un excellent livre sur le libéralisme du général de Gaulle. En fait, quand vous lisez les mémoires du général de Gaulle, notamment le 3e tome, donc les mémoires d'espoir qui ont été interrompus par sa disparition, le chapitre 3 est consacré à l'économie. Et dans ce chapitre 3, il commence en disant que l'économie est quelque chose qui l'a toujours passionné et que quand il était à l'Élysée, il y consacrait, c'était le principal de ses sujets, parce qu'il considérait que la France ne pouvait pas être puissante si son économie n'était pas puissante. Et pour que son économie soit puissante, il fallait qu'elle soit libre. Il fallait que les finances publiques soient bien gérées et que son économie soit libre. Sans quoi on en revient un peu à Henri IV, je vous en parlais tout à l'heure. Et donc le général de Gaulle avait ces idées économiques extrêmement saines. Et d'ailleurs, on l'a vu en acte, puisque quand il est arrivé en 1958, alors que la France, le FMI était à Paris pour le coup, il a fait appel à Antoine Pinay pour restaurer l'équilibre des finances publiques, ce que Pinay va faire extrêmement rapidement. Et puis surtout, et ça je sais que c'est un sujet d'intérêt entre vous et moi qui nous passionne, mais il a fait appel à l'économiste le plus libéral du pays, Jacques Rueff, et il lui a demandé de faire un rapport sur les freins à la croissance. Jacques Rueff a réuni une commission, donc Thiriot explique ça dans le détail, avec assez peu de gens. Ils ont travaillé dans une période de temps assez ramassée. Et discrètement, dites-vous aussi. Très discrètement. Rueff est allé très loin dans ses propositions. Il s'agissait de libéraliser l'économie française, de supprimer des réglementations, de simplifier la fiscalité, de plonger aussi la France dans le marché commun, c'est-à-dire de sortir la France du protectionnisme, ce qui était un enjeu majeur à cette époque, de faire une dévaluation aussi, ça on ne peut plus le faire aujourd'hui. Le général de Gaulle a vu ce rapport et il dit dans ses mémoires, ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai dit au gouvernement, faites tout. Le résultat de tout ça, c'est que la France a connu les 30 glorieuses, les plus brillantes de tout l'Occident et très rapidement, jusqu'au choc pétrolier en fait. On arrive en 1973, nous sommes aujourd'hui en 2026, 50 ans plus tard, donc 50 ans, on le sait tous, on le dit souvent ici à Contribuables Associés notamment, plus de 50 ans que la France, que l'État français en tout cas, vit en déficit. Alors comment contrecarrer vous dites que les Français, le génie français ne réside pas dans la stabilité, mais dans la renaissance. Donc là, il nous faut une véritable renaissance française. Je pense civilisationnelle, économique et politique. Et donc, en termes d'économie, comment contrecarrer cette spirale un petit peu de la dette et des déficits? Je pense que c'est pas si en quoi faut-il agir? Bien sûr, je pense que c'est pas si compliqué en réalité. Je pense qu'il faut agir
à la fois sur les structures de l'État, qui ne sont pas extrêmement difficiles à réformer. Enfin, je veux dire, chacun voit bien qu'il y a une œuvre de simplification à faire au sein de l'État qui est tout à fait colossale. On a un État qui fonctionne plutôt bien en réalité, avec des gens compétents, mais avec un très grand nombre de services de direction qui se sont multipliés ces dernières années. Je vais prendre une administration que je connais bien, l'administration de la santé. On a un nombre de directions, enfin, entre la direction générale de la santé et le haut commissariat pour l'avenir de la sécurité sociale, la direction générale de l'organisation des soins, les agences, etc. Enfin, tous ces services et ces agences sont dirigés par des gens compétents. Et je ne le dis pas par bien-pensance, ça c'est très important, mais vous avez un travail de restructuration, comme dans une entreprise, à faire. Donc, il n'est pas très compliqué, mais il demande qu'on y réfléchisse, qu'on ait son plan et qu'on se retrouve sur les manches. Donc ça, c'est ce que devraient faire les candidats sérieux dans un programme. Ensuite, vous avez toute la question collectivité locale, où là aussi, il y a évidemment plein de doublons. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, les communautés de communes, assez souvent, en réalité, on y met des gens qui ne donnent pas suffisamment satisfaction dans les villes. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Je l'ai vu de mes yeux vus, si vous voulez. Donc, ce sont des choses qui sont assez faciles à régler. Puis après, vous avez toute la question de la sécurité sociale, ou qu'il s'agisse de la santé ou des retraites. Je vais prendre l'exemple des retraites. Les retraites, finalement, c'est assez simple intellectuellement ce qu'il faut faire. Il faut, pour le régime de base par répartition, faire un système à points et ajouter, comme le propose avec beaucoup de détails Bertrand Martineau, par exemple, une couche de capitalisation aujourd'hui qui correspond beaucoup mieux à l'esprit du temps économique que la répartition. Il ne faut pas supprimer la répartition, bien évidemment, mais il faut y adjoindre une couche par capitalisation. Ah, ben ça y est, vous l'avez, votre réforme de l'État. Et puis, vous avez, et ça on l'oublie en ce moment, et ça le général de Gaulle l'avait bien en tête, la question de la croissance économique. Parce qu'à partir du moment où vous avez de la croissance économique, vous avez des recettes sociales et fiscales. Et là, c'est assez simple. Au fond, l'économie française aujourd'hui, vous avez des entreprises partout, dans tous les secteurs, des vieilles entreprises ou des startups, qui ne demandent qu'à grandir. Je les vois, c'est mon métier. Elles ne demandent qu'à investir, qu'à embaucher, qu'à grandir. Mais il faut leur simplifier la vie. On leur complique la vie. Il faut leur simplifier la vie. Ça, c'est le magnifique sujet de la simplification. Et j'en reviens à ce qu'a fait Napoléon en 1804 avec le Code civil. C'est Raphaël Dohan, l'historien, qui propose ça. Il faut réécrire les codes. Vous prenez le code de l'urbanisme, vous prenez le code des marchés publics, vous prenez et vous demandez à l'IA de vous aider à les réécrire pour faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus efficace. Magnifique projet politique, parce que c'est un projet qui nous projette dans une France qui va de l'avant, qui redevient innovante, mais non pas dirigée d'en haut par l'État, mais simplement parce qu'on donne des possibilités à nos concitoyens qui veulent faire ça, vous voyez. Et donc, pour ça que je suis assez confiant pour l'avenir. La France est une usine à entreprises et une usine à ingénieurs, donc elle a tout pour réussir dans le contexte technologique très enthousiasmant qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Néanmoins, et vous en parlez également, il y a un aspect aussi du vaisseau France qu'il va falloir améliorer. Et ce sera ma dernière question, c'est tout le volet éducatif. Bien sûr, tout le volet éducatif. Bon, vous connaissez ça par cœur, hein, tous les classements, PISA, Teams, enfin, tout ce que vous voulez montre que la performance des élèves français s'est beaucoup dégradée ces dernières années. C'est particulièrement vrai dans le domaine des mathématiques. Là encore, il faut en revenir à une réflexion, il faut prendre du recul sur l'éducation. Il faut sans doute des enseignants qui travaillent un peu plus, avec beaucoup plus de liberté, notamment du point de vue pédagogique, et des rémunérations qui soient nettement supérieures. Et donc, je dirais qu'il faut en quelque sorte, on a une chance en quelque sorte, c'est la baisse de la démographie, en quelque sorte, mais enfin, en tout cas, il faut saisir ça en se disant, peut-être on va avoir moins d'élèves, donc on va avoir des baisses de coûts, utilisons ces baisses de coûts, un peu pour diminuer la taille des classes, et puis aussi pour augmenter les enseignants, et surtout, redonnons de la liberté pédagogique aux enseignants, redonnons un peu de liberté aussi aux directeurs d'établissements. Vous allez voir que la situation, elle va s'améliorer dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. C'est moi qui vous remercie. Nicolas Bouzou est l'auteur de L'Éternel sursaut, une histoire confiante de la France, et chez IXO Éditions.